Tu me Voilà, vois? excellent. Parfait, je te vois très très bien. Donc, on n'a pas de problème avec le son. Je vais juste changer mes... Comment enregistrer? Non, non, c'est déjà, j'ai appuyé sur le bouton, donc ça, c'est pas un problème. Il y a un bouton, ça s'appelle C'est recording. recording. Oui, oui, je vois ça. Donc, Record. c'est pas un problème. Maintenant, on n'a pas ce problème-là. Après, Très je vais bien. l'avoir comme fichier et Mais ça tu va sais même. que on est limité par le temps si je me trompe Oui, pas. mais Voilà. on a jusqu'à 1 heure, je pense, ou 45 Une heure, minutes. ça va. Alors écoute, concernant tes questions, Oui, je te voilà. dis d'avance, D'accord. je te dis d'avance, tu risques d'être un petit peu déçu. Non, Parce que, non. bon, alors écoute, de toute Avec façon, toi, je ne suis jamais déçu, cher ami. alors je suis content d'entendre ça parce que selon les questions, il y a un. Bon, écoute, je te parle maintenant comme tu es un sociologue. Et dans ce cas-là, le côté de la terminologie et le regard du sociologue est extrêmement important. Par exemple, quand tu parles de les trois groupes ethniques en Israël, Falasha, Ashkenaz, Séfarade, d'un côté, bon, on sait qu'il y a des clivages de ce genre. On sait qu'il y a des clivages de ce genre. En général, c'est les Ashkénazes et les Mizrahi ou les non-Ashkénazes. Et de l'autre côté, il y a le côté, disons, politique et parti politique. Alors, il n'y a pas de lien, il n'y a pas, à mon avis, du point de vue sociologique, il n'y a pas de lien direct ou il n'y a pas de lien logique entre ce clivage et le clivage politique. Ça veut dire, ce qui veut dire, quand on dit, par exemple, je vais te donner un exemple. On dit, par exemple, en Israël, dans la presse israélienne, c'est très courant, les Marocains, ça veut dire les Oui, Juifs d'origine marocaine, votent à droite ou votent Netanyahou. oui, C'est tout à fait faux parce que ce n'est pas leur marocanité oui. qui cause leur façon de voter, mais c'est surtout leur israélianité très spécifique, celle qui a transformé le Marocain qui est venu du Maroc en Israélien d'une certaine catégorie, ça veut dire ceux qui ont été envoyés dans ces ghettos des années 50-60, loin de tout Israélien, loin de tout Israélien. Ils ne pouvaient pas être intégrés dans la société israélienne. Ils ont été mis dans ce qu'on appelle des villes de développement, mais tout à fait à l'écart de la société israélienne, à l'écart de la langue hébraïque, de la culture hébraïque. Donc, on a créé un nouvel Israélien de basse catégorie, parfois même de très basse catégorie. Et c'est cette catégorie sociale, qu'elle soit ashkénaze ou séfarade ou autre, qui vote à droite, Donc, du point de vue sociologique, on sait aussi que plus le niveau sociologique est plus bas, plus on a tendance à faire ce qu'on appelle à faire usage du patriotisme. Alors, la droite, c'est une façon d'être patriote, et Oui. bien c'est ce qui se passe. Les Marocains, ou les ex-Marocains, ce sont des patriotes israéliens abrutis. C'est pour ça qu'ils votent. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai des questions de suivi par rapport à ce point-là. Mais pour que les gens qui nous suivent puissent un peu savoir de quoi on parle, je vais répéter la question qui a suscité cette réaction. Donc, je t'avais demandé des trois groupes ethniques en Israël, ou sous-groupes, si tu veux, les Falachas, les Ashkénazes et les Séfarades. Et comme tu as dit, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des clivages avec l'histoire du sang des Falachas et la déclaration de la judaïté des Falachas, oui ou non, et les propos du rabbin Ovadia Youssef par rapport à cela. On sait très bien qu'il y a ces clivages. Alors, j'avais posé la question, quelle est la narrative, s'il y a bien sûr, ou le discours de chacune de ces affiliations? Alors, il n'y a que deux narratifs. Ah, Ça veut dire que les d'accord. Falachas, ils sont à l'intérieur de ceux qui ne sont pas Ashkenaz. Ça veut dire
qu'est-ce que ça veut dire en fait, sociologiquement? Oui. Les Ashkénazes et les Mizrahi, ce sont les hautes classes sociales d'un côté et les basses classes sociales de l'autre. Et pour être plus précis du point de vue sociologique, à mon avis, la définition que je donne à la situation, surtout ces dernières années, avec les années Netanyahou et avec les années Trump aux États-Unis. Oui, exactement. Voilà. À mon avis, c'est encore moins un clivage. Le clivage social existe évidemment. Oui. Le clivage social par rapport à ce patriotisme d'un côté, alors que de l'autre, il est plus soft. On n'a pas besoin d'un patriote. Disons, la classe la plus évoluée n'a pas besoin de se sentir patriote pour se sentir... De cette ferveur nationaliste. Voilà. Alors que les autres, ils en ont besoin. C'est comme ça dans tout le monde. Mais le nouveau clivage que je vois, à mon avis, ces dernières années, c'est un clivage qui veut dire que je résume dans la phrase suivante. Ce qui se passe actuellement, à mon avis, c'est ce qu'on pourrait appeler une révolte plébéienne. La révolte de la plèbe. La révolte de la plèbe, ce qui veut dire, c'est la plèbe d'un côté contre les élites de l'autre. Et à mon avis, la façon de voter ces dernières années, c'est la plèbe, les plébéens contre les élites. Ça veut dire, c'est pas contre les Ashkénazes. Non. C'est aussi contre ceux qui ne sont pas Ashkénazes, mais qui appartiennent aux élites. Et c'est aussi bien c'est peut-être même comment on pourrait appeler ça, un ennemi encore plus grave que l'Ashkénaze. Donc, à mon avis, c'est de cette façon qu'il faut comprendre ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, parce que c'est contre les élites, d'abord. Et pourquoi ce phénomène est nouveau? C'est grâce ou à cause, si on veut dire, grâce aux réseaux sociaux qui n'existaient pas. C'est pas les réseaux sociaux en fait, c'est la démocratisation du savoir, c'est la démocratisation de l'information. Ça veut dire que tout le monde peut avoir l'information. Et comme n'importe quelle personne, même de très bas niveau intellectuel, peut avoir le savoir, peut avoir l'information, il a la possibilité de se révolter contre les élites. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, et c'est ce qui se passe actuellement avec Netanyahou en Israël. Alors, en Europe, à mon avis, c'est à peu près pareil, mais c'est moins flagrant qu'aux États-Unis avec le cas très voyant tu as parlé de la façon dont les gens parlent encore de Trump qui a encore gagné les élections. C'est la révolte contre les élites. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, en Israël, c'est une révolte contre les élites. Alors quand on lit bien l'histoire, cette dichotomie plèbe, seigneur ou élite, ça a toujours engendré, en général, une certaine fin d'un mythe, une certaine fin d'un projet. On a les Romains contre les barbares, on a les conquérants arabes contre les Amazirs, on a les cow-boys contre les Indiens. Parfois, c'est la fin des grands, comme avec le cas de Rome, avec le début de la décadence. Parfois, c'est la fin des plus faibles ou une fin plébienne. Dans le cas d'Israël, dans ce projet-là, par rapport justement à ces dichotomies plèbe-élite, comment est-ce que ça se traduit au niveau du futur, de l'avenir de ce projet-là? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, nous aussi du côté marocain non-juif, marocain musulman, on a cette dichotomie aussi de la plèbe et de l'élite. Mais ce qui est intéressant par rapport au cas Trump,
la plupart des Marocains ont, dès le début, manifesté cette position quasiment automatique, à savoir Trump c'est un raciste, Trump c'est un fou, Trump c'est un personnage politique de l'extrême droite. Mais une fois que les États-Unis, que Trump, Jared Kushner, ait reconnu la marocanité du Sahara, c'est comme si on est en train de parler d'un autre personnage. C'est un peu Satan qui nous donne des petits bons points. Alors là, il y a eu un revers de la médaille. Il y a eu un revirement, certains diront même une petite rationalisation, une petite nuance par rapport au personnage de Trump. La plèbe, dans ce sens, commence à acquérir quelques réflexes de l'élite. Donc, en Israël, bien sûr, Jared Kushner et Trump a octroyé Jérusalem avec tout ce que ça représente pour plusieurs juifs marocains ou autres. Donc, on n'a pas eu cette nuance. C'est dans ce sens que j'avais posé la question par rapport aux accords d'Abraham, de la paix octroyée par Trump, alors qu'on sait tous que ce n'est pas un homme de paix. Et comment est-ce qu'il y a eu la lecture de ces accords par rapport à ces sous-groupes? Ou bien est-ce que c'est des sous-groupes juste au niveau culinaire du couscous, de la musique, de Rita Al-Khayyam, mais quand il s'agit de la politique, il y a un consensus, c'est Jérusalem, c'est Trump, c'est Kushner, donc c'est la même chose. Donc comment est-ce que vous répondez à ces deux parties de cette question? Je retourne un petit peu quand même au clivage, parce qu'il y a un élément nouveau qui s'ajoute au clivage qu'il y avait, dont tu as parlé à l'époque antique. Parce que dans les époques avant ce phénomène nouveau de la démocratisation de l'information, les élites, elles pouvaient avoir le pouvoir parce qu'elles le possédaient. C'est elles qui possédaient le savoir, c'est elles qui possédaient l'information, donc c'était facile pour elles d'avoir le pouvoir. Actuellement, il y a quelque chose de nouveau. Étant donné que la plèbe, la basse classe sociale, leur nombre est beaucoup plus élevé que celui d'une petite élite qui est très vitale, qui produit les choses, qui produit les idées, qui produit le savoir, qui produit la technologie, qui produit la science. Mais il y a quelque chose de nouveau. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de devenir des États, disons, comment on dit ça, autocratiques ou autoritaire. On n'a même pas besoin d'être autoritaire. Ce que la classe politique, pas les élites, la classe politique américaine, la classe politique israélienne, je ne parle que, par exemple, ce sont deux exemples, elle n'est pas obligée d'être comment on dit, le contraire de démocrate, c'est despotique. Elle peut être tout simplement dictatoriale, autocratique, voilà. Elle n'est pas obligée d'être une dictature pour gouverner. Elle n'a même pas besoin d'être une dictature. C'est ce que l'on appelle le soft power. Ça lui suffit d'être populiste. Ça veut dire, moi j'appartiens, Netanyahou, j'appartiens à la classe intellectuelle. C'est un intellectuel, on ne peut pas dire. Mais j'utilise mon savoir-faire politique pour gouverner grâce à ce populisme. Ça veut dire je défends votre, comment dire ça, votre populisme et j'en fais un moyen politique. C'est ce qui se passe avec Netanyahou. C'est l'enchantement de la politique. Parce que lui, c'est une élite à leurs yeux. Oui. Très clair. La classe
dans le Likoud, par exemple, Ah, son parti, il y avait une élite intellectuelle, sans aucun doute, oui. sans aucun doute. Ces plébéiens qui votent Netanyahou, ils sont contre, surtout contre tout ce qui était dans la classe, dans cette élite intellectuelle du Likoud lui-même. Mais maintenant, ce qui se passe, presque pratiquement tous les partis actuellement, ils utilisent le populisme pour gouverner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait le populisme? Je suis comment dire, je suis un hypocrite, j'appartiens à la classe, à l'élite intellectuelle, mais je joue du plébéisme, je joue avec cette classe plébéiste et je deviens leur idole, leur gourou, leur chaman, leur… Voilà, exactement. Et donc c'est comme ça que Netanyahou et maintenant beaucoup de partis, même de gauche, ils essayent d'utiliser ce même moyen. Alors ils descendent vers la plèbe pour, non pas pour la gouverner, non pas pour, comme Churchill, pour lui tracer une vision, mais pour faire ce qu'elle demande. C'est ça le pire de la pire des choses. Et ça a l'air d'être une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire démocratie? Faire ce que le peuple veut. Faire ce que le peuple veut, c'est ce qu'il y a de plus horrible. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et c'est le cas maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a un grand problème de terminologie actuellement. La démocratie est devenue populisme et je deviens antidémocrate. Il ne faut pas donner à si je veux exagérer, pour régler ce nouveau problème si grave, ce qu'il faut faire, c'est ne pas donner le droit de vote à n'importe qui. C'est un peu le droit de l'élite, c'est le débat classique de Platon sur même à Athènes, tout le monde n'avait pas le droit de vote, seulement les riches. Il fallait avoir une certaine richesse. Aujourd'hui, on peut faire, pas selon la richesse, mais on peut faire un certain niveau, disons, de scolarité, par exemple, et de ne pas inciter les gens à aller voter alors qu'ils ne savent pas quoi voter. Et c'est ce que font maintenant toutes les soi-disant démocraties, et c'est ce qu'il y a maintenant, c'est la crise de la démocratie actuelle aux États-Unis, en Israël et même en Europe. En Europe, c'est moins crucial, mais ça se voit d'une façon très claire avec Trump, alors que même quand Trump disparaît de la scène, oui. Le problème existe encore aux États-Unis. Mais donc pour vous, l'antidote, aussi ironique que ça puisse paraître, c'est qu'il faut moins de démocratie pour qu'on ait plus de démocratie. Alors, je veux une démocratie intelligente, une démocratie pas bête. Ça veut dire une démocratie, une vraie démocratie qui donne la parole ou qui donne la possibilité de changer, de prendre part à la vie du pays si tu as la capacité de le faire. Si tu ne l'as pas, à la place d'un gouvernement, j'aurais dit, ne va pas voter si tu ne sais pas quoi voter. Vas-y voter si tu sais exactement quoi voter. Et puis, il y a plusieurs autres moyens de corriger les dégâts de la démocratie actuelle qui n'est autre qu'un populisme. Mais c'est un peu, ça va dans le même sens que la nomenclature idéologique, l'argumentation de plusieurs islamistes salafis qui disent que la démocratie est une hérésie dans le sens où ils pensent qu'il doit y avoir une sorte de démocratie qu'ils appellent la shura, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une participation collective, mais pas nécessairement
cette démocratie que l'on voit aujourd'hui. Et c'est justement cette peur du populisme qui surgit. Mais ma question donc est la suivante. Au lieu donc de faire opposer populisme et structure démocratique, essayons un peu de faire du comparativisme populiste, c'est-à-dire essayons de comparer les populismes entre eux. On a cette mouvance populiste aux États-Unis, on a cette mouvance populiste en Israël et on a cette mouvance populiste au Maroc. Aussi populiste qu'il soit, Netanyahou, parce qu'on est dans une structure israélienne de pouvoir et de contre-pouvoir, peut être certes affaibli avec Netanyahou, mais l'Israël reste un pays d'institutions donc et d'équilibre. Quand il y a eu ces fameux accords d'Abraham de paix avec les 4 pays, on prend le cas des Émirats arabes unis, Netanyahou a dû soumettre le projet au Knesset. Aussi populiste qu'il soit, il y a cette structure démocratique. Au Maroc, le Premier ministre signataire, et je vais revenir aux accords, signataire de l'accord tripartite entre les États-Unis, Israël et le Maroc, a eu écho de la normalisation à travers l'agence de presse officielle du Maroc. Le chef du gouvernement marocain, le Premier ministre Saad Eddine Othmani, il est bien sûr intéressant de noter que le il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Othmani. Il n'a pas, l'Othmani n'était pas au courant, du moins c'est ce qu'il annonce. Mais donc, selon ses dires, il n'était pas au courant. Pour nous Marocains, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Mais ce que je pose la question est la suivante, c'est dans le sens du populisme. Pourquoi, si populisme on doit avoir? J'aurais préféré avoir ce populisme d'Israël plutôt que ce populisme dans lequel le Premier ministre n'a écho d'une signature aussi importante que celle qu'on a aujourd'hui qu'à travers l'agence médiatique officielle du Maroc. La situation au Maroc est un peu différente de celle d'Israël, évidemment, parce que le Maroc, il a des voisins. Il a l'Algérie avec son histoire. Le Maroc est un pays encore arabe, et il a des exemples dans d'autres pays arabes comme la Syrie et l'Irak. Donc, le choix qu'a le peuple marocain d'un côté, ou même la classe dirigeante marocaine, c'est soit une dictature islamique ou une dictature de l'armée. Il n'y a pas de force vitale entre ces deux pôles qui puissent prendre le pouvoir. Le printemps arabe, dans le printemps arabe, il n'y avait que ces 2 pôles. Il n'y avait pas d'autres, ça veut dire les manifestants. Avec la petite exception de la Tunisie, qui est un cas exceptionnel, parce que ça pourrait ou ça aurait pu engendrer, mais ça encore, c'est le travail bien fait de Bourguiba, des assises. Évidemment, il y a des nuances, mais si Ben Ali n'aurait pas démissionné si vite que ça, il serait resté jusqu'aujourd'hui, à mon avis. Parce que, en tout cas, c'est ça le problème que le Maroc a entre ces deux non-démocraties. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Concernant ta question, pourquoi Othmani non, pourquoi Bourita et non pas Othmani? Non, juste pour les gens qui nous suivent, parce que pour les questions, alors pour ce qui est des accords, de l'accord tripartite entre le Maroc, Israël et les États-Unis, le document lui-même, donc il y a eu 3 signatures. On va faire un petit peu la sémiotique, la symbolique de la signature. Donc il y a lieu de remarquer et de soulever le fait que du côté marocain, donc il y a eu Saad Eddine Othmani, Premier ministre du gouvernement. Du côté, donc on a la primature du gouvernement du côté marocain, mais pas n'importe quelle primature. Moi, je pense qu'il n'a pas signé parce que c'est un Premier ministre, il a surtout signé, ou on l'a fait signer parce qu'il fait partie du PJD. Et on a Saad Eddine Othmani d'un côté. Deuxièmement, du côté américain, il n'y a ni personnage du gouvernement, ni il y a Jared Kushner
qui est un conseiller, mais pas n'importe quel conseiller, un conseiller, mais gendre du président, Oui. la tête pensante derrière Oui. ces accords. Et pour Ce Israël, qui est intéressant du côté d'Israël, il n'y a pas une signature, pays des institutions, il y a deux signatures, mais deux signatures institutionnelles et institutionnalisées. Il y a M. Maher Ben Shabbat qui chapeaute donc le Conseil de sécurité nationale. oui. Et il y a Alon Ouchpis qui est le numéro 2 des affaires étrangères. Donc il y a les affaires étrangères et il y a la sécurité nationale. Il n'y a ni conseiller. Alors ma question était, pourquoi du côté marocain, on fait pas, il n'y a pas cette équivalence de signature et on a soit Bourita, premièrement parce qu'il est des affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étrangères, mais aussi parce qu'il était très dynamique dans ce rapprochement-là, ou bien carrément un conseiller comme Jared Kushner, le conseiller André Azoulay, qui peut-être a quelque chose à dire. Très mauvais cas. En tout cas, je me permets de parler maintenant plutôt du côté marocain que du côté israélien. À mon avis, il n'y a pas de parallèle, tu viens de le remarquer, c'est la pagaille. En général, ça ne se fait pas de cette façon. En général, il y a les normes comment s'appelle, le protocole qui font les choses comme il faut. Là, c'est la pagaille. À mon avis, le Maroc était très intelligent dans ce cas-là. Ça veut dire pas le Maroc, mais plutôt Mohamed VI. Parce que Bourita, c'est un diplomate de profession. C'est pas un homme politique. Il est dans le gouvernement, mais c'est pas un homme politique. Il ne vient pas d'un parti politique. C'est un technocrate. C'est un technocrate. Mais Mohamed VI, il a eu l'intelligence de dire, moi, j'ai pas besoin que Bourita signe aussi le truc. Il faut que ça soit le chef du PJD. Et ça, c'est très important parce que, à mon avis, le problème du Maroc, c'était plutôt régler une affaire interne avec les islamistes. Parce qu'il faut comprendre la situation. Il faut comprendre la situation. Les relations entre Israël et le Maroc ont commencé depuis février 1963 d'une façon incroyablement intense jusqu'aujourd'hui. On n'a pas besoin de signer des accords de paix. Il n'y avait pas de guerre. Voilà. Les relations entre Israël et le Maroc étaient meilleures que celles entre Israël et les États-Unis, ou meilleures qu'entre Israël et la France, ou l'Allemagne, ou la Belgique, ou l'Italie, par exemple. C'était des relations très intenses. Elles étaient discrètes, c'est vrai. Le côté discret, c'est ce qui s'est passé dans ces accords. Ça veut dire que Mohamed VI, à mon avis, il a utilisé ce projet de Trump pour mettre en avant, pour régler en quelque sorte un problème interne des relations entre le palais et le PJD et montrer les relations israélo-marocaines d'une façon plus ouverte, plus visible, plus ostensible, alors que le côté discret est beaucoup plus intense que le côté, disons, mondain des ambassades et de ce genre. Voilà. Mais le fait de faire signer l'Othmani, donc, si on applique un peu le paradigme de la théorie des jeux, si vous voulez, à cette signature, il y a deux conséquences qui en découlent, c'est-à-dire deux lectures. L'Othmani signe les accords. Le Premier ministre, un islamiste. Il faut absolument que ce soit Othmani. Absolument que ce soit l'Othmani du PJD. Donc, on a deux lectures. L'Othmani aurait pu faire la grève du stylo et ne pas signer, c'est-à-dire il n'aurait pas osé pour faire la face. Maintenant, venons à la deuxième lecture parce que l'Othmani a signé. Donc, l'Othmani a signé, ça peut être interprété élu du côté du pouvoir avec la logique que l'on connaît, dans le sens de on mouille l'Othmani. L'Othmani est mouillé dans cette signature. Peut-être même, Abdelillah, peut-être même qu'Othmani personnellement,
il était peut-être très intéressé à signer Oui. parce qu'il a peur de son public. Il a peur de son public. Mais peut-être que lui-même, il en a marre. Il Oui, sait il en a quelle est la situation de faire du panarabisme ou du panarabisme ou du panislamisme. Ça ne marche plus ces dernières années. Ça ne marche pas. Donc, il préfère plutôt ramener de plus près son parti vers le palais donc il a eu l'occasion. C'est pour cela que je viens à cette deuxième lecture, c'est-à-dire de la logique du pouvoir, compte tenu du fait qu'on sait très bien que l'arsenal dirigeant au Maroc a toujours procédé de manière cyclique. C'est comme des cartes que l'on utilise et une fois cette carte est périmée, on utilise une autre carte. Alors, soit on dit l'Othmani a signé, donc un peu le parti, le PJD commence à toucher à sa fin, donc on essaie un peu de produire, si vous voulez, la chute péjidesque, ou bien on fait une autre lecture et on dit, après tout, ces islamistes, aussi monstrueux qu'on puisse les caricaturiser, ils ne sont pas si durs que ça. Ils sont, en fait, ils se repentissent comme toutes les autres mouvances et ils savent faire la paix. Alors pourquoi pas une autre fois le PJD? Mais est-ce que cette lecture, donc est-ce que cette signature finit par servir la monarchie dans le sens de la gouvernance machiavélique? Elle sert le PJD, à mon avis. Elle sert le PJD parce qu'ils n'ont pas l'intérêt du PJD actuellement, c'est plutôt d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis, avec Israël, peut-être grâce à Israël, les États-Unis, plutôt qu'avec, je ne sais pas, avec l'Iran ou avec la Turquie ou avec l'Irak ou la Syrie, avec tous les problèmes que vivent maintenant ces pays arabes. Alors, du côté israélien, c'est pareil aussi, parce que tout le monde savait que les relations israélo-marocaines dataient déjà du début des années 60. Donc, il n'y a rien. Même avec les Émirats, on parle de traité de paix. Mais quelle paix? On n'était pas en guerre avec les Émirats. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Et puis, les relations ont été déjà établies bien avant avec Shimon Peres à l'époque. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau. Seulement, bon, ça ajoute une petite dose de visibilité et c'est aussi important, c'est vrai. Et là, on peut dire. Et maintenant, il casque plus. Non, ça veut dire que dans un certain sens, Trump, il a joué, il a fait bon jeu quand même. Il a offert quelque chose à ce monde diplomatique. C'est pas mauvais. Et je crois que même Biden va continuer avec cette ligne. Peut-être qu'il va même l'encourager à sa façon, je l'espère. Mais en tout cas, il faut mettre en œuvre ces bonnes relations que nous avons, par exemple, entre le Maroc et Israël dans le domaine touristique. Et puis, il faut comprendre aussi, tu as posé la question concernant les Marocains israéliens. Bon, il faut dire les choses clairement. Il n'y a plus de Marocains en Israël. Il n'y a que des Israéliens d'origine marocaine. Et ça veut dire que leur identité a changé totalement. Mais Pardon, Igal, juste par rapport à ce point, une petite parenthèse. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi, dans le cas des Marocains musulmans qui sont aux Pays-Bas, qui sont dans les pays scandinaves, qui sont en France, même au niveau de la troisième génération, on a cette résilience de cette identité marocaine, parfois même mal comprise par les Marocains, couscousienne ou autre, quels que soient ses degrés, mais elle perdure avec la troisième génération et les Juifs marocains, en dépit de cette fanfare que le Maroc officiel ou les Juifs marocains qui font du business essaient un peu de projeter, pourquoi cette marocanité, elle est pas très solide, elle est un peu molle, cette marocanité molle des Juifs marocains, même à partir de la deuxième génération? Alors, il y a deux réponses. D'abord,
les Juifs marocains étaient une minorité au Maroc. Et c'est pas par hasard qu'ils ont quitté ils ont d'abord la francisation et puis la scolarité chez les Juifs marocains a causé le fait que, qu'on le veuille ou pas, ils ont voulu tous quitter et ils ont quitté. Et c'est un fait. Et c'est un fait. De l'autre côté, et comme je le disais, ils sont devenus ils sont devenus plus israéliens que les autres. Il n'y a plus de marocanité du point de vue identité. Il n'y a plus de Marocains. Mais de l'autre côté, la culture israélienne, par exemple, dans certains domaines, comme la cuisine israélienne, est une cuisine marocaine. On ne peut pas le nier, c'est absolument clair et net. Et dans un autre sens, la musique classique marocaine, elle est beaucoup plus étendue, elle est beaucoup plus profonde actuellement en Israël qu'elle ne l'était au Maroc. C'est incroyable. Et c'est une deuxième génération, même des fois troisième génération de Marocains qui travaillent, qui jouent, qui sont intéressés et qui diffusent cette musique classique marocaine, aussi parce que dans la liturgie hébraïque juive marocaine, aussi bien dans la liturgie que dans la paraliturgie, elles utilisent cette musique classique marocaine, ou bien surtout la musique dite andalouse, mais c'est une musique savante, la musique savante marocaine, et aussi dans le domaine populaire ou semi-populaire, le malhoun, qui est utilisé aussi en dehors de la liturgie et de la paraliturgie, dans ce qu'on appelle la musique populaire juive marocaine, comme la qassida par exemple, qui utilise le malhoun et qu'on continue à utiliser actuellement en Israël, soit en arabe, soit traduite en hébreu. Et ce qui est incroyable, je rencontre des fois des musiciens troisième génération de juifs marocains. Évidemment, leurs parents sont nés ici, eux-mêmes sont nés ici, et qui chantent avec un arabe littéraire marocain excellent, avec cette musique telle qu'elle est, et qui peut même faire concurrence à d'autres orchestres dans ce domaine au Maroc. Donc, ce qui fait qu'il y a une persévérance marocaine, malgré tout. Même quand tu es israélien, tu as encore cette persévérance marocaine dans la culture. Et puis, il y a cette diaspora juive marocaine dans le monde qui forme quelque chose un tout que le Maroc actuel peut utiliser d'une façon intelligente s'il veut le faire. Et ces Marocains d'origine sont prêts à le faire, aussi bien dans le tourisme, dans la culture, peut-être dans la politique, peut-être dans d'autres domaines. Et le Maroc ferait bien de pouvoir l'utiliser convenablement. Mais ce qui est intéressant, justement, par rapport à ce point de musique, qui est très fascinant, comment donc juxtaposer ce goût raffiné, qui est assez exceptionnel de la musique, ce goût raffiné dans la culture, à savoir un personnage X juif marocain qui va dans un concert de Mozart ou un concert de Melhoun, et par la suite, qui sort et va dans un meeting, une rencontre du parti Chasse, quand même d'extrême droite, par exemple, dont l'ex-leader, le grand rabbin Ovadia Youssef, fut connu par des propos un peu gênants, quand il qualifia David Ben Gurion de démon, Barack Obama d'esclave. Bien sûr, il s'est prononcé en faveur de la judaïté des falachas, contrairement à ses co-religionnaires orthodoxes. Comment donc justement comprendre? Parce que toujours, je me suis
j'ai toujours pensé le fait suivant. Plusieurs des terroristes islamiques, généralement, ont étudié l'une des trois choses, médecine, ingénierie ou informatique, parce qu'il n'y a pas de sens de nuance, c'est soit blanc, soit noir. Par la suite, ils sont modernistes dans le sens pas prémoderne, pas postmoderne, ils sont modernistes dans leur interprétation des textes quand ils reçoivent les cours de chimie et les cours d'ingénierie, mais qui justement est un corpus qui partialise au lieu de totaliser, mais par la suite, ils font la même projection, la même lecture sur des textes religieux qui ont été produits dans une logique beaucoup plus nuancée. Maintenant, c'est-à-dire rarement on trouve un terroriste qui est peintre ou chef cuisinier. Donc, comment dans ce sens, comment dans ce cas-là, marier ou juxtaposer le fait que vous avez une personnalité ou un personnage raffiné qui écoute du melhoun, de la qasida, de manière savoureuse, et par la suite, il va dans ce meeting de son parti chasse. On connaît tous les conditions de formation après la scission avec le parti père, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut juxtaposer ces deux positions apparemment contradictoires? Alors, je pourrais dire que je suis jaloux des religieux d'islamistes marocains. Parce que les islamistes marocains sont beaucoup plus modernistes que, par exemple, les partis orthodoxes, aussi bien Shas que le parti orthodoxe ashkénaze, qui sont, vous savez, il y a un apartheid en Israël. C'est pas entre les Juifs et les Arabes, c'est entre les Juifs et Arabes d'un côté et les orthodoxes de l'autre. Parce que nos orthodoxes, que ce soit Shas ou les Ashkénazes, ils sont contre la culture. Ils n'étudient que les textes classiques religieux, saints, dans leur définition, et ils n'étudient ni les mathématiques, ni les sciences, ni les langues, ni rien du tout. Donc, il y a une grande différence au profit des islamistes marocains. Je me balade à Casablanca, je peux voir une jeune fille voilée et à côté d'elle, sa sœur ou sa copine avec un jeans et même le ventre un petit peu dénudé, sans aucun problème. Tu ne pourras jamais voir une juive orthodoxe habillée de cette façon avec sa sœur même, qui est habillée d'une autre façon. Donc, chez nous, c'est vraiment l'apartheid. Ces orthodoxes juifs en Israël, on ne peut pas habiter avec eux, on n'étudie pas avec eux, on ne mange pas avec eux, on ne se marie pas avec eux, on n'habite pas avec eux. C'est vraiment un clivage, c'est l'apartheid le comble de l'apartheid. Et nous avons un grand problème. Je dirais aussi que il faut prendre ça en considération. Il y a des tremblements de terre ces dernières années dans certaines sociétés israéliennes. Dans le domaine orthodoxe, il y a un tremblement de terre, il y a des changements. Ça veut dire, il y a une recrudescence de l'extrémisme parce que ça ne marche plus à l'intérieur même de ces communautés. Il faut aussi prendre en considération que les Arabes israéliens, je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de personnes, ne veulent pas d'un État palestinien. Les Arabes palestiniens non israéliens, à mon avis, en grande partie, de plus en plus, ne veulent plus d'un État palestinien. Si tu me poses la question personnellement, je ne veux plus de deux États, comment on dit ça, deux États pour deux peuples. Je veux un seul peuple, un seul État, comme ça existe par exemple en Europe. Il y a
on n'a même pas besoin de faire ce que d'autres appellent un État binational, mais plutôt un État uninational, un seul État. Et les Arabes israéliens, ils le veulent plus que les autres, plus peut-être que les partis politiques juifs israéliens. Donc, par rapport à ce point, c'est très important, Yigal, par rapport à ce point, si les Arabes, et c'est vrai que ce point-là n'est pas médiatisé pour des raisons du politiquement dicté par le politiquement correct, pourquoi donc, si même les Arabes palestiniens eux-mêmes ne veulent pas d'État palestinien, pourquoi donc le Maroc officiellement maintient sa position, même après la normalisation avec Israël, concernant la Palestine? Parce que dans un message adressé au président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Mohamed VI a réitéré son affirmation de la stabilité de la position marocaine en faveur de la cause. C'est politiquement correct maintenant encore. C'est encore politiquement correct. Même en Israël, dans tous les partis de gauche, ces abrutis de partis de gauche en Israël, auxquels j'appartiens, ils ne font que parler tout le temps de deux États pour deux peuples, alors que ça ne marche plus. Les Arabes israéliens n'en veulent pas, les Palestiniens n'en veulent pas. Et puis, même si c'était possible, même s'ils le voulaient, est-ce que vraiment, dans la géographie de cette région, est-ce que vraiment ça devient possible de créer un État palestinien qui n'est indépendant dans n'importe quel domaine? Impossible de créer un État palestinien dans un si petit parcelle de territoire, ça ne marche pas. Qu'en est-il de l'équivalent d'un plan? Il faut se marier ensemble. Qu'en est-il donc du parallèle du plan de l'autonomie du Sahara comme solution que le Maroc a suggéré pour le truc entre les Palestiniens? Comme je suis pour une globalisation de point de vue idéologique, à mon avis, il faut plutôt faire unir des États, des territoires, des pays, que d'en partager encore et encore. De toute façon, ça ne mène à rien. Même la Belgique n'est pas arrivée à se diviser, même le Canada n'est pas arrivé à se diviser, même l'Italie n'est pas arrivée à se diviser. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Même quand il y a des soubresauts comme le Brexit, mais ça ne marchera pas non plus. Alors, comment faire avec Jérusalem, pour le statut religieux de Jérusalem, qui est quand même une ville qui est importante, du moins pour les trois religions abrahamiques? Pour vous, qu'est-ce que vous préconisez pour Jérusalem dans ce mariage, si vous voulez? On parle de trois religions, mais on oublie l'essentiel. La masse des personnes ne sont plus religieuses. Pourquoi toujours les religions? Et puis, il y a toutes sortes même ce qu'on appelle le dôme du rocher. Ce n'était même pas une mosquée, c'était un temple monothéiste, pré-islamique, pratiquement pas. Ça veut dire de l'époque qui a précédé l'islam, mais qui n'a pas précédé le Coran, parce qu'il y a environ 200 ans, presque 200 ans, entre la rédaction du Coran d'un côté et la création de l'islam de l'autre. C'est maintenant les dernières recherches qu'il y a ces 20-30 dernières années. Donc le côté religieux, il faut un petit peu le minimiser. C'est une ville où des gens habitent, qu'ils soient religieux ou qu'ils ne le soient pas. Il faut vivre ensemble, il faut manger ensemble, il faut étudier ensemble, il faut se marier ensemble. Voilà l'essentiel. C'est ce qu'il faut faire. On est des êtres humains et il faut vivre ensemble, sans les distinctions ni de race, ni de religion, ni de n'importe quelle importance. On peut rester avec comment on appelle ça, des identités familiales, personnelles, idéologiques, religieuses, mais l'essentiel, c'est le vivre ensemble dans une communauté plurielle, où tout le monde a sa place, avec ou sans religion.
Ça, c'est intéressant parce que là, vous faites une lecture je ne dirais pas moderniste, c'est une lecture très profonde, mais c'est une lecture savante, pas plébéienne. C'est une lecture savante de l'aspect religieux et ça pourrait même faire l'objet d'une autre entrevue où on met même en doute l'existence de plusieurs personnages prophétiques de telle tradition ou d'autres. Mais malheureusement, ce n'est pas comme cela quand il s'agit de la pratique religieuse, premièrement, et quand il s'agit de la légitimation par les gouvernants et les gouvernements et l'utilisation de la religion, il retourne à cette version plébéienne de la religion, c'est-à-dire ils ne tiennent pas les propos. Moi, je partage avec vous vos propos-là et je déteste le communautarisme et j'aimerais que même, est-ce que c'est le cas? Je sais très bien que ce n'est pas le cas au Maroc. Plusieurs personnes, quel que soit leur niveau d'éducation ou de sophistication, quand il s'agit de religion, ils retournent. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote, une fois, j'ai visité Israël 2 fois. La première fois, c'est dans le cadre d'un programme organisé par l'Université de Tel Aviv. La deuxième fois, je suis venu tout seul aussi dans le cadre d'une recherche avec l'Université de Tel Aviv. La première fois, j'ai eu le record dans ce groupe-là d'interrogation pendant 3 heures dès mon arrivée à Tel Aviv. Donc, il y a un homme qui vient, il me pose des questions, il parle, il y a une femme qui vient, etc. C'est pas un problème. La deuxième fois, après 8 ans, j'arrive vers 11 heures du soir, je suis fatigué, et j'arrive, alors je suis dans la file pour la douane. Pour moi, donc, ici, que je voyage beaucoup. Ce qui est important, c'est d'avoir l'argent et avoir le passeport. Enfin, j'ai voyagé avec mon passeport canadien, je pense, à l'époque. Donc, j'arrive à Tel Aviv, le monsieur, je lui donne mon passeport. Il me dit, est-ce que vous êtes musulman? Et moi, je donne une réponse sincère. De la même manière qu'en termes de citoyenneté, je suis marocain, américain et canadien, pourquoi, quand il s'agit de religion, on doit avoir ou bien. Alors, je ne peux plus plus de religion. Oui, non, je lui dis, je suis musulman lundi, juif mardi et chrétien mercredi. Mais ça n'a pas marché. Il me dit, va dans l'autre salle, c'est la même salle que l'autre fois. C'est une salle à laquelle on envoie toutes les personnes qui viennent, même avec des passeports danois, mais qui sont d'origine arabe. Alors, je vais dans une autre salle, mais là, cette fois, c'était rapide. Je me dis, oh mon Dieu, encore, ça va être 3 heures, je suis fatigué. Non, mais après 15 minutes, il y a un monsieur qui est venu, il me dit, pourquoi ça vous a pris, pourquoi vous êtes là? Donc, je lui dis, pourquoi je suis à Israël. Après, ils me disent, pourquoi ça vous a pris 8 ans pour venir? Je lui dis, bon, les circonstances de la vie. Et puis, ça fait bienvenue. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'agent de la douane, ce discours, ça ne marche pas avec lui parce que, premièrement, c'est une approche sécuritaire, mais aussi parce que que ce soit les religieux eux-mêmes, ou les gouvernants qui utilisent la croyance, l'industrie de la croyance pour justifier leur mode de gouvernement, est-ce que ça va être pour demain ce que vous suggérez? Justement, c'est ça ma crainte. Est-ce que ça va être pour demain qu'on va voir un juif orthodoxe laisser sa fille devenir amoureuse d'un arabe athée? Ça existe déjà, ça existe. Il y en a peu. Mais plus le temps passe, plus tu vis ensemble, impossible de ne pas avoir de relations de ce genre. Et puis, le niveau des Arabes israéliens, il monte de plus en plus haut, il devient presque au niveau de la société israélienne. Donc, on se marie ensemble, on mange ensemble, on habite ensemble. On habite ensemble, c'est ça, c'est très important, c'est beaucoup mieux que le clivage ghettoïque qu'il y a au Québec, qui est institutionnel. Et je trouve ça, je ne sais pas, je suis pas pour. Je suis pour l'exemple, pour le phénomène plutôt français qui est un État-nation, un État citoyen, pas nation, mais citoyen. Ça veut dire le côté citoyen est beaucoup plus important officiellement qu'un certain passé national qu'on pourrait appeler d'une façon ou d'une autre.
le Mais monde plus citoyen évolue. pour quelques-uns que pour les autres, plus citoyen pour Bernard-Henri Lévy que pour Dieudonné. Oui. Et En tout donc, cas, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, le monde va dans ce sens. On n'est pas assez conscient de, de la vitesse dont les choses évoluent dans ce sens et notre cerveau, il est plus retardé que la réalité qu'on a devant nous. Il faut tout simplement regarder la réalité en face et voir que les choses changent. Et les choses changent à une vitesse vertigineuse grâce à tous les moyens que nous avons actuellement, à l'informatique, à la démocratisation du savoir, à la démocratisation de l'information. Et donc, tout marche très vite. Évidemment, il y a aussi des problèmes de soubresauts comme le Covid, mais là aussi, je crois qu'on est tombé dans le populisme. Parce qu'en fait, à mon avis, il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas d'épidémie. Il y a ce qu'on pourrait appeler une hystérie dans les classes politiques mondiales. Tout le monde est tombé dans ce piège parce que la vraie épidémie, c'est le confinement. Et c'est le résultat des confinements. Parce que la maladie, elle ne dépasse pas le nombre de morts. Par exemple, si je prends l'exemple israélien, cette année n'a pas augmenté plus que celui de l'année dernière. Donc, il n'y a pas vraiment d'épidémie. Il y a autre chose. Il y a une maladie qu'on traite, mais il n'y a pas plus de morts qu'il n'y en avait il y a un an. mais Donc, c'est l'avis des juifs orthodoxes qui refusent de se soumettre à ce dictat. malgré ça aussi, malgré leur refus, il n'y a pas plus de morts qu'il y en a eu l'année dernière. Et puis, l'exemple que tu as donné maintenant, ça veut dire ce confinement, ce anti-confinement des religieux orthodoxes israéliens, ça prouve aussi qu'il y a vraiment que ce que nous avons en Israël actuellement, c'est un apartheid entre orthodoxes et non orthodoxes. Et un jour, à mon avis, ça va éclater. Et ça éclatera beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais par rapport justement à le poids de ces orthodoxes, revenons donc à cette soi-disant normalisation et les accords d'Abraham entre le Maroc et Israël. Comme vous l'avez soulevé, le Maroc a depuis des siècles nourri des relations avec les Juifs d'un côté, et les Juifs ont été au Maroc avant même l'arrivée des Arabes, et avec Israël depuis plusieurs années. Donc il n'y a même pas lieu de parler de normalisation, parce que ça c'est un jargon que l'on trouve en Syrie, on ne doit pas normalement trouver au Maroc, parce que la relation elle est normale. Mais ma question est la suivante. Dans la première vague de la normalisation durant Hassan II, le Maroc suivait une politique, disons, des grands, une politique exceptionnelle avec les monarchies classiques. C'est-à-dire le Maroc était dans la ligue de la Jordanie et de l'Égypte avec les camps de Camp David, les accords de Camp David. Alors, il maintenait une position de message flou, c'est-à-dire à la fois on reçoit les leaders israéliens, on donne aux Palestiniens le langage habituel, on envoie des troupes en Syrie, mais aujourd'hui, je trouve que le Maroc est beaucoup plus en train de se convertir au style des pays du Golfe, c'est-à-dire il prend un certain mercantilisme diplomatique. Je mise, donc je suis. D'ailleurs, Riyad, selon Channel 13 TV, a travaillé avec l'administration Trump pour amener quelques pays à signer les accords de normalisation d'Israël, comme c'était le cas avec l'Iran. Selon Wikileaks, Rabat avait gelé ses relations diplomatiques avec l'Iran sous la pression des Saoudiens. Donc, est-ce que cette signature dernière minute avec un président fou, criminel selon certains, sortant une semaine avant l'investiture de Biden, et d'ailleurs jusqu'à date le Maroc n'a toujours pas félicité Biden quand il l'avait fait avec Trump au mois de novembre pour ce qui est des élections précédentes. Est-ce que le fait de s'afficher en dernière minute avec Trump va à l'encontre même de la réelle politique qu'ils sont en train de prôner?
Et si, à votre avis, le Maroc, avec sa politique actuelle, n'est pas passé à la deuxième division, si vous voulez, après avoir fait la politique même de normalisation avec Israël, des grands, à savoir la Jordanie et l'Égypte, maintenant on est au même niveau que le Soudan, à savoir si vous voulez que je normalise, enlevez-moi de la liste des pays terroristes, c'est-à-dire on est réduit un peu à cette manière de faire la normalisation. Alors, à mon avis, c'est tout à fait le contraire parce que si je dois faire la comparaison d'un côté le Maroc et de l'autre côté l'Égypte, qui appartient aux grands, alors ce qui se passe entre ces deux pays est tout à fait drôle parce que il y a un accord de paix qui existe de fait entre Israël et l'Égypte. Mais la classe intellectuelle égyptienne est anti-israélienne jusqu'à aujourd'hui. La classe politique égyptienne, elle a intérêt à avoir de très bonnes relations avec Israël. C'est ce qui se passe. C'est ça le clivage entre le gouvernement, les gouvernements d'un côté, les autorités d'un côté, et la classe intellectuelle de l'autre. Bon, le côté, disons, populaire, il suit une certaine dynamique. Alors qu'au Maroc, c'est tout à fait le contraire. Parce que la classe dirigeante, aussi bien la classe dirigeante marocaine, depuis l'indépendance, depuis le début de l'indépendance marocaine, jusqu'à aujourd'hui, même du côté, disons, des islamistes, ils ne sont pas vraiment anti-israéliens. Le discours est anti-israélien. Non, le discours est plutôt pro-palestinien. Mais en fait, ils n'ont pas intérêt à être, ils n'ont pas un intérêt à être anti-israélien. La classe intellectuelle et la classe politique marocaine est beaucoup plus pro-israélienne que celle de l'Égypte. Donc, c'est au sommet de cette pyramide des relations avec Israël, surtout le Maroc qui est au sommet, Et c'est le plus important pays arabe au monde qui a de si bonnes relations avec Israël tout au long presque de son histoire depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, aussi bien au palais, les partis politiques que dans la classe intellectuelle, même dans le public marocain. J'arrive à Casablanca. Bon, on remarque peut-être un petit peu que je ne suis pas un local. Je commence à regarder comme ça un immeuble, l'immeuble où je suis né. Alors, il y a quelqu'un qui vient me dire ah, vous vous intéressez à l'architecture? Je lui dis non, je suis né dans cette maison. Il est venu, il m'a enlacé comme ça pour m'embrasser. Et je lui ai dit que j'étais israélien. Et donc, c'est incroyable, cette amitié profonde maroco-israélienne, ça doit être un symbole pour tous les pays arabes, et surtout pour l'Égypte. Et donc, cette Mais par rapport à ce monsieur-là, est-ce que vous ne faites pas un peu la romantisation, disons, ethnologique de ce cas, dans le sens où déjà ce monsieur qui a eu cette observation profonde de vous suivre, de voir que vous êtes à côté de cet appartement et vous êtes à côté du lieu où vous êtes né, il est venu vers vous, un Marocain connaisseur du Barzem dira peut-être que c'est un Moukadem, que c'est un mouchard de la ruelle qui savait que vous êtes. Donc c'est un peu, ce n'est pas spontané, c'est juste un Moukadem qui vient ou bien un peu moucharder pour avoir beaucoup plus d'informations ou pour vous véhiculer une certaine idée. C'est-à-dire, est-ce que je suis un petit peu plus optimiste que bah, je vois les choses de façon un peu plus optimiste. Oui. Et je crois que c'était sincère, vraiment. C'était sincère de sa part. Donc, d'abord, c'est un quartier où, à l'époque, c'était la place de Verdun. Je ne sais pas si tu connais ça, tu connais sûrement Casablanca. Donc, c'était un quartier à l'époque qui était principalement juif. Il y avait plusieurs jeunes comme ça de son côté. Ils étaient tous très sympathiques envers moi. Mais ce n'est pas le seul cas.
à n'importe quel stade où je disais que j'étais israélien, on voulait avoir un contact avec moi. Vous savez, même en Égypte, ça peut exister, mais quand même, les intellectuels égyptiens sont encore anti-israéliens, malgré les accords de paix. Alors qu'avec le Maroc, bon, je le répète encore une fois, toute la classe politique israélienne, marocaine au début de l'indépendance, que ce soit Ben Barka, Bouabid, Mbark Bekkay, le PDI, le palais, ils étaient tous pro-israéliens. Ça veut dire qu'ils étaient plus pro-israéliens que pro-russes, que pro-américains, que pro-français. Parce que Israël est un petit pays, il ne menace pas le Maroc, il ne peut pas menacer le Maroc, il ne peut pas le submerger comme les Russes ou les Américains. Et donc, il voit un pays, bon, j'exagère un petit peu, pour eux, c'est comme ça qu'ils parlaient, ils voyaient ce miracle d'Israël, un tout petit pays qui a évolué d'une façon, c'était un modèle pour le Maroc. C'était un bon modèle dans le domaine agricole, dans le domaine de la coopération, dans le domaine militaire, dans le domaine intellectuel, dans tous les domaines pour eux, les Marocains, c'était un modèle qu'il fallait copier d'une façon. C'est ce que disait tout le temps Ben Barka. On ne sait pas, en général, on a tendance à dire Ben Barka était le plus pro-israélien qu'on a eu jusqu'à présent, plus que Bourbid, plus que les gens du palais, plus que n'importe quoi. C'était. Qu'aurait fait Ben Barka selon vous, qu'aurait fait Ben Barka par rapport à ces accords de normalisation, s'il aurait été en vie aujourd'hui? Qu'aurait été la posture de Mehdi Ben Barka selon vous? Malheureusement, il n'est pas avec nous actuellement, mais tel que je le connaissais à l'époque, c'était un admirateur incroyable d'Israël. Donc, pour lui, c'était l'occasion où jamais maintenant on va s'asseoir, on va faire des projets avec Israël. Le Maroc a besoin de faire des projets avec Israël dans tous les domaines. Parce que c'est un petit pays, parce que ce n'est pas un pays riche comme les États-Unis ou comme les pays européens, mais c'est un pays disons, de notre catégorie avec qui on peut jouer ensemble, on peut faire des choses ensemble. Et Ben Barka, je suis persuadé qu'avec son dynamisme, il aurait commencé tout de suite à travailler sur des projets concrets. Et par rapport à cette coopération, puisque vous avez travaillé de près sur le dossier de l'assassinat de Mehdi Ben Barka, surtout du volet israélien. Est-ce que vous pensez que cette normalisation maintenant entre le Maroc et Israël, qui va bien sûr toucher à plusieurs niveaux, est-ce qu'on pourrait souhaiter qu'avec cette normalisation, on va encore savoir plus sur la disparition de Ben Barka? Est-ce qu'il va y avoir des classifications des dossiers, sachant que ce dossier en général gêne le pouvoir au Maroc? À mon avis, ça n'intéresse plus personne. D'abord, les Israéliens, ils s'en fichent pas mal. Ils ont d'autres chats fouettés. Ils ont des problèmes avec l'Iran, ils ont des problèmes avec la Turquie, ils ont des problèmes avec les Américains, avec les Français, ils ont des problèmes internes. Le problème Ben Barka ne les intéresse pas du tout. Et même la classe intellectuelle israélienne, ça ne les intéresse pas. Même l'Israélien moyen, ça ne l'intéresse pas. Le politicien israélien, ça ne les intéresse pas. Je publie des articles sur Ben Barka en hébreu, personne ne veut les lire. Mais quand je les publie en français, tout le monde commence à lire. Le Maroc n'a pas intérêt à s'occuper encore, à ouvrir encore cette histoire. Peut-être qu'un jour, ça sera fait, mais ça n'a plus d'importance. Ça a une importance cruciale pour les historiens, c'est vrai. Pour moi, par exemple. Ah, oui. Mais du point de vue, disons, politique, étatique, le Maroc, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être la France, comme ça, oui.
parce que il y a tellement de textes, il y a tellement de livres qui Bah, il y publient. a son fils aussi, Bachir Ben Barka, qui demande à connaître la vérité sur la Voilà, il a raison, mais en tout cas, l'affaire Ben Barka, c'est moins une affaire marocaine, c'est moins une affaire israélienne qu'une affaire française. Mhm. Et c'est les Français qui ont intérêt à publier et ils savent ce qu'il faut. Mhm. Ils savent. Donc, c'est plutôt aux Français qu'il faut s'adresser. Est-ce que le pouvoir marocain maintenant a envie d'ouvrir des dossiers sur des problèmes délicats? Je ne crois pas qu'il va le faire. Mais en tant que chercheur qui travaille sur les deux volets, le volet politique historique et le volet spirituel religieux, est-ce que vous êtes beaucoup plus du côté du devoir de la mémoire ou du droit à l'oubli? Ça, c'est une question théorique. Enfin, Oui, c'est une question philosophique. Ça veut dire, oui. si vous me parlez des droits, ce sont des problèmes philosophiques. Alors donc, bien sûr que je suis pour le droit de savoir et tout ça, mais je sais aussi qu'il y a le côté politique. Je ne suis pas naïf. Mhm. Et donc, vous m'avez posé la question. Je m'imagine la situation au Maroc, je m'imagine la situation en Israël, ça n'intéresse personne. Mhm. Et au Maroc, c'est encore plus parce que c'est trop délicat. C'est trop Ben, ce n'est délicat. pas le côté naïf que je misais, c'est beaucoup plus le concept de parésia, c'est Michel Foucault, c'est-à-dire le fait de dire la vérité et d'avoir le courage de dire cette vérité. Ça c'est comme Vous concept. savez, quand vous rencontrez une jeune fille et vous lui dites votre robe est moche, c'est la vérité, Oui. mais il ne faut pas le faire. À moins qu'elle soit dans le BDSM et qu'elle vous ordonne elle-même de lui dire que la robe est moche. Ça l'excite. On n'a pas besoin toujours de dire les vérités. Il y a des vérités qui blessent. Il ne faut pas les dire. Il faut savoir aussi, le mensonge, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On en fait tout le temps. Pendant nos 24 heures par jour, on ne fait que mentir, mais il faut le faire. Dans Comme le mythe. Comme le mythe. mentir pour pouvoir vivre ensemble convenablement. Si on doit dire à n'importe qui que tu es idiot, tu es un imbécile ou tu ne sais pas, ça ne marche pas. C'est ça la politesse. Tu as parlé de politesse. Alors on dit parfois, mais c'est de l'hypocrisie. Oui, je suis pour cette hypocrisie. Je veux être hypocrite envers les autres pour pouvoir vivre convenablement avec l'autre. Donc, vraiment, c'est une question philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'art si ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas la réalité qu'on expose, mais c'est un mensonge de la réalité. C'est autre chose. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots. Je dis c'est un mensonge. Baudrillard, il parle vraiment de Du mensonge. simulacre. Du simulacre. Oui. Simulacre, évidemment. Et donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire en politique. Alors, soulevez maintenant le côté, de toute façon, à mon avis, le pouvoir n'était pas, non, le palais Hassan II ne voulait pas tuer Ben Barka. C'était une erreur. C'était beaucoup plus Oufkir et Glimi alors, selon vous? Non, pas Oufkir du tout. Oufkir n'était pas impliqué dans cette histoire. On voulait l'impliquer après coup. Mais Oufkir, je le répète, Oufkir n'était, ça j'en suis. Mais qui voulait l'impliquer? Qui voulait l'impliquer? Qui voulait l'impliquer? Je peux ne pas répondre à cette question. Oui, mais bien sûr, ça c'est ouvert, oui, exactement. Ça c'est ouvert. Pas... Alors maintenant, ce qui est intéressant. Mais je précise, le palais Hassan II ne voulait pas tuer Ben Barka. Il voulait le ramener au Maroc. C'était une bavure. Mais maintenant. Je peux dire maintenant, cette bavure, c'était Glimi. Et Glimi était hyper pro-israélien. Mais c'est une vérité. Oufkir n'était pas dans cette histoire. On connaît tous le degré de rapprochement et le degré de des relations que le général Oufkir entretenait avec certains milieux israéliens. Est-ce que vous pensez... Oui,
Mais est-ce que vous pensez que pour ce qui est du coup d'État d'Oufkir, et selon certains, l'accident de Lémi, c'est aussi autre chose, est-ce que vous pensez qu'Israël, ou que certains groupes dans la nomenclature israélienne soient aussi, au moins, été au courant par rapport à ces coups d'État? Je peux vous dire d'une façon claire et nette et précise. Il y a des choses qu'on ne dit pas, surtout quand on parle de coup d'État. Et Israël n'avait aucun intérêt. Elle jouait sur la gauche, elle jouait sur le palais. Alors on ne voulait pas l'impliquer, ni Oufkir, ni personne d'autre. Donc Israël n'était pas au courant des coups d'État. Elle était impliquée dans l'affaire Ben Barka. Elle a été impliquée, pas dans la mort, elle a été impliquée dans l'affaire Ben Barka après la mort de Ben Barka. Mais aussi, certains disent, avec les papiers, les documents avec lesquels Oufkir et Lémi ont voyagé pour venir. Donc, ce n'est pas seulement après la mort, mais c'est aussi un peu avant la mort, selon Oufkir n'avait aucun rapport avec la mort de Ben Barka. C'était Lémi et ses adjoints. Et Lémi ne voulait pas le tuer. C'était une bavure. Voilà. Ça, c'est des informations que j'ai reçues de la personne qui a reçu le corps de Ben Barka presque de la main des adjoints de Dlimi. Et c'était clair et net que Dlimi leur a dit qui ne voulait pas le tuer, c'était une bavure. Et les Israéliens ont aidé Dlimi et ses hommes de faire disparaître le corps de Ben Barka. Maintenant, changeons de sujet. Par rapport aux juifs communistes marocains, c'est intéressant leur cas parce qu'ils font un peu tache noire, pas dans le sens pessimiste. Je dis noir, c'est-à-dire à part, qui ne font pas partie de ces catégories que nous avons élucidées pendant cette discussion, à savoir que plusieurs d'entre eux, quand je dis juifs communistes, c'est Abraham Serfati, c'est Edmond Amran el-Mallah, c'est plusieurs autres. Donc, les juifs d'obédience communiste au Maroc, qui faisaient partie du parti communiste, Simon Lévy, etc. Et ces gens-là, premièrement, du côté officiel marocain, ils ont toujours été excommuniés, si vous voulez, bannis. Je me rappelle très bien le cas d'Abraham Serfati, quand j'avais fait une entrevue avec Driss Basri, et il m'avait dit que dans le temps, il avait utilisé que le fait que Serfati soit un Brésilien pour l'exclure du Maroc, donc c'est un peu le fait de nier à Abraham sa marocanité, mais dans l'autre sens, j'avais fait une entrevue avec Robert Assaraf, et en lui posant la question sur Abraham Serfati, il m'avait dit qu'il ne considérait pas Abraham Serfati comme un juif. C'est-à-dire, encore, on retrouve le takfir, l'excommunion d'Abraham Serfati, même si ce dernier, Abraham, avait demandé clairement d'être enterré dans un cimetière juif. Et il faisait partie donc, du Parti communiste. Pourquoi, à votre avis, Sion Hassidan, qui chapeaute le mouvement de boycott de BDS, donc comment est-ce que vous interprétez dans toute cette construction épistémologique que nous avons produite ici aujourd'hui, où est-ce que vous mettez les juifs communistes marocains? La classe dirigeante communautaire juive marocaine dans les années 50, au début de l'indépendance, dans les années 60 jusqu'aux années 70, la classe dirigeante était plutôt progressiste. Ça veut dire elle était plutôt, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui gauchiste d'une façon ou d'une autre. La masse était apolitique, la masse était pour une identité juive avec un rêve d'Israël. Et puis, l'État d'Israël existait déjà depuis 1948. Et puis, c'était un attrait incroyable.
C'était un attrait pour la classe dirigeante marocaine, d'autant plus pour les Juifs du Maroc. Ils avaient déjà de la famille sur place, ils recevaient des informations, on leur disait ne venez pas en Israël, le problème, il y avait des problèmes graves de logement, de travail, de tout ce qu'il faut, mais ils voulaient quand même partir parce que il n'y avait pas d'avenir au Maroc. Il n'y avait pas d'avenir au Maroc, il fallait continuer les études soit en Europe, soit si les classes les moins favorisées pouvaient avoir des facilités pour venir en Israël. Donc, ils ont fait le choix. Ils n'ont pas fait un mauvais choix. Ils n'ont pas fait un mauvais choix. C'était pas, ça veut dire il y avait la crainte aussi. Quel serait notre statut au Maroc? Quel serait notre avenir au Maroc? Quel serait même statut, peut-être que le statut aurait été tout à fait démocratique, légal, mais est-ce qu'on pourrait évoluer au Maroc? Ceux qui avaient la possibilité d'évoluer au Maroc sont restés jusqu'aux années 70, les autres sont partis plus tôt. Il n'y a pas plus simple que ça. Bon, il y a les idéologues communistes. Les idéologues communistes, vous avez parlé de Serfati, de El Maleh, de Sion. Bon, écoutez, ils sont bêtes. C'est des gens bien, c'est des gens qui pensent, c'est des gens avec une sincérité, mais ils ont raté leur vie. Ça veut dire, j'ai rencontré El Maleh qui me disait ah non, je n'irai jamais en Israël. Et si vous ne venez pas en Israël, qu'est-ce qui va arriver? C'est vous qui perdez. Pourquoi effacer? Bon, tu veux être communiste, d'accord, mais il y a des communistes en Israël aussi. Quoi? Pourquoi tu ne peux pas venir? Tu as ta famille là-bas, pourquoi tu ne viens pas les voir? Serfati, c'est pareil. C'est un abruti. C'est un abruti parce qu'il s'est très mal conduit, même en prison. Il était le dogme, c'est ce qu'il y a de pire. Quand on peut avoir des idéologies, mais il faut avoir aussi une certaine flexibilité, une certaine common sense. Mais le dogmatisme de ces deux personnes-là, ils ont raté leur vie à cause de ça. C'est bête. Là, c'est votre côté Kabbalah qui prend le dessus sur le côté Halakha. Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir, il faut vivre son temps, il faut pas être borné. Et il y a des gens bornés. Évidemment, heureusement que tous les communistes, les idéologues communistes de l'époque, dans tout le monde, ils ont changé, ils ont évolué. Ça ne marche plus. Maintenant, il n'y a pas d'autre économie que l'économie d'une façon ou d'une autre, capitaliste, laissez-faire, ouverte. Il n'y a pas d'autre. S'il y avait un autre système, tout le monde l'aurait adopté. Et le communisme économique n'a pas marché. Il a causé des dégâts. Même le système communiste de gérer les pays, c'était une catastrophe. Donc, heureusement, on est maintenant plus ouvert, plus, disons, postmoderniste. On est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Donc, c'est ce qu'il faut. Il y a encore le côté, le dogmatisme religieux. Oui. Il y a encore le dogmatisme religieux, mais heureusement qu'il n'y a plus. On n'est plus pragmatique, il n'y a plus de isme, il n'y a plus d'idéologie. Et c'est bien qu'il n'y ait plus d'idéologie dans le sens dogmatique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en Israël, il y a à part le côté dogmatisme religieux des religieux, est-ce qu'il n'y a pas un dogmatisme sécuritaire de l'État? Est-ce que ce n'est pas un dogmatisme? Justifié ou pas, ça c'est autre chose. Alors, il y a la classe dirigeante d'un côté, la classe politique d'un côté, et le peuple israélien, la population israélienne, le côté vital de la population israélienne est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus évolué, beaucoup plus moral que ses dirigeants. Les dirigeants sont d'un niveau beaucoup plus bas que Israël, malgré ses dirigeants, elle évolue d'une façon incroyable, malgré ses dirigeants. Et on a de très mauvais dirigeants de droite et de gauche,
Mais le côté vital de la population israélienne, il évolue dans tous les domaines. Artistique, culturel, économique, conceptuel, moral, surtout moral. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de celui qui est différent de toi, on a évolué d'une façon incroyable, malgré les religieux, malgré la classe dirigeante. Donc il faut toujours mettre, il faut toujours savoir que l'aspect, ça veut dire le symbole de Netanyahou, c'est pas le peuple israélien, avec tout ce qu'il a de mauvais chez Netanyahou, du point de vue moral, du point de vue de corruption, dans tous les points de vue, c'est tout à fait différent de la société israélienne qui évolue justement dans ces domaines-là. Justement dans ces domaines-là. Et donc, vous savez, dans tout le monde, le monde évolue. Le monde aujourd'hui est meilleur qu'il ne l'était il y a 10 ans, qu'il ne l'était il y a 20 ans, qu'il ne l'était il y a 30 ans. Heureusement, il y a une évolution dans tout le monde. Et surtout aujourd'hui, plus que n'importe quelle autre époque, grâce évidemment au progrès intellectuel et scientifique et tout ça. Et on est moins conscient de cette évolution. Ça veut dire notre mind, il est en retard par rapport à ce qui se passe par rapport au changement qu'on vit, qu'on ne voit pas assez clairement. On appelle l'accélération de l'histoire. Elle va beaucoup plus rapidement. Et donc, les ismes, ça ne marche plus. Les dogmatismes, ça ne marche plus. Il y a surtout, ça veut dire qu'il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a des gens plus compétents d'un côté et des gens moins compétents de l'autre. C'est dans tout le monde. En Europe, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différence vraiment du point de vue économique entre la gauche et la droite en France ou aux États-Unis ou n'importe où? Trump et Biden feront exactement la même politique, plus ou moins économique. Plus ou moins, exactement. Plus ou moins, ça veut dire qu'il y a des hommes plus compétents que d'autres, tout simplement, plus intelligents que d'autres. Mais ce n'est pas des systèmes idéologiques qui ne. Chaque fois qu'il y a un système, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Mais ça, ce qui est intéressant dans cette construction que vous venez d'étaler, c'est que certains pourraient la comprendre comme une sorte de normalisation, une sorte d'unification qui va dans un seul sens où il n'y a pas une marge de diversité et d'inclusion de ce qui est différent. C'est-à-dire, au lieu de prêcher la différenciation, on essaie de trouver, je ne dis pas le dénominateur commun parce que ça c'est bien, mais on essaie de standardiser. C'est un peu la standardisation. Ça veut dire il faut des moyens pour qu'on puisse vivre convenablement avec l'autre, même s'il est différent de nous. Mais on peut garder ses identités personnelles, familiales, professionnelles, génériques, religieuses. On peut rester musulman, on peut rester juif, on peut rester homosexuel, on peut rester toutes sortes d'identités personnelles, mais il y a le dénominateur, comme vous avez dit, un certain dénominateur commun qui puisse nous permettre de vivre avec d'autres qui sont différents de nous, et qu'on puisse vivre convenablement avec eux. Même si on peut appeler ça, je ne sais pas, hypocrisie ou je ne sais quoi, mais c'est comme ça la socialisation des sociétés, et puis le monde va dans cette direction. Le monde va vers la globalisation qui a engendré la régionalisation. C'est pas mauvais la régionalisation, c'est pas mauvais, mais c'est dans le cadre de la globalisation. Ça veut dire qu'on est tous dans un monde ouvert, dans un monde qui notre vision géographique a grandi dans le temps et dans l'espace. Mais on peut se sentir breton, on peut se sentir sicilien, on peut se sentir saxon, et sans aucun problème, Et donc,
régionalisation et globalisation vont ensemble. Il n'y a pas de globalisation sans régionalisation. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle c'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de glocalisation. Localisation, par exemple, l'histoire du Sahara, vraiment, c'est absurde de créer encore une entité, alors qu'il faudrait. Les Sahariens ont intérêt à vivre ensemble avec les Marocains, dans un seul pays. Et peut-être qu'un jour, toute l'Afrique, tous les 3 pays d'Afrique du Nord pourront vivre ensemble. Quelle différence, vraiment. Mais est-ce que les pays colonisateurs qui ont justement créé cette division pour des raisons X, Y, qui ont créé ces frontières, est-ce qu'ils vont permettre aujourd'hui, à leur manière mercantiliste qui a remplacé belligérante, à leur manière, est-ce qu'ils vont permettre justement que, je suis d'accord avec vous, pourquoi l'Afrique, on a 60, 99 pays, juste je donne un chiffre comme ça, c'est-à-dire au lieu d'avoir, les régions d'Afrique doivent être un pays, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique du Sud, 5 pays en Afrique. Mais est-ce que les pays colonisateurs, notamment la France, si on prend juste un exemple, va permettre une telle dynamique? La France n'a plus de pouvoir sur l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord fera ce qu'elle voudra faire. Les Marocains n'ont plus besoin d'avoir des accords avec les Français parce qu'ils ont colonisé à l'époque le pays. Il y a les grands, disons, les problèmes, ce n'est pas vraiment un problème, c'est le côté linguistique. Quelle langue parler faut-il parler le darija? Faut-il écrire le darija? Faut-il parler une langue littéraire, une langue semi-littéraire? Qu'est-ce qu'on en fait avec le berbère? Bon, alors il faut comprendre qu'on ne peut pas, d'un côté, ne pas avoir un dénominateur commun, ça veut dire une langue avec laquelle on enseigne, et qu'on utilise dans la presse, qu'on utilise dans les documents, et de l'autre côté, permettre à tous ceux qui veulent parler le darija, parler les diverses langues berbères, qu'ils continuent à le faire, mais ça veut dire que ce sont des dynamiques. On ne peut pas décider des choses, tu dois parler, tu ne dois pas parler, les langues sont dynamiques. Et en Israël, la bêtise qu'on fait avec les Arabes, c'est de ne pas leur permettre d'ouvrir des écoles hébraïques alors qu'ils en veulent, en hébreu. Oui. Ils peuvent continuer à écrire de l'arabe, à parler de l'arabe, à étudier de l'arabe, mais leur intérêt, s'ils veulent avoir des postes convenables, il faut qu'ils fassent leurs études en hébreu. On ne peut pas faire… Comme en France, par exemple. Vous savez qu'en France, n'importe quelle personne, n'importe quel élève a le choix, peut choisir une deuxième langue étrangère. Les Arabes ne choisissent jamais l'arabe. Les Juifs ne choisissent jamais l'hébreu. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à choisir une langue qui ne leur sert à rien. Ils peuvent continuer, ceux qui sont intéressés, ils peuvent l'étudier en dehors de l'école, mais il y a un dénominateur commun. Tous doivent apprendre en français parce qu'ils ont intérêt à le faire. Impossible autrement. C'est ce qu'Israël aussi devrait faire avec les Arabes, leur permettre au moins d'ouvrir des écoles en hébreu et puis de les engager dans l'armée israélienne, tant qu'il y a l'armée. Moi, je suis contre… à mon avis, il n'y aura plus de guerre. Les guerres telles qu'on les connaît, où on tue des gens, vont disparaître. Les meilleures guerres, enfin les guerres prochaines, c'est ce qu'on peut appeler, on a appelé auparavant, les guerres froides. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre froide? C'est une vraie guerre. C'est une guerre très, comment dire ça, très cruciale, très forte, mais on ne tue pas des gens. On n'est pas obligé de tuer des gens dans des guerres pareilles. Ce sont des guerres pour l'avenir. En Israël, on n'a pas besoin de tuer des Palestiniens ou des Syriens ou des Irakiens ou des Égyptiens pour avoir le dessus, disons, sur un autre pays. Donc,
il faut engager les Arabes dans l'armée comme tous les autres, si on veut leur permettre d'évoluer dans la société israélienne et d'accéder à des postes. Et demain, qu'il y ait un président israélien ou un premier ministre israélien qui soit d'origine arabe. Pourquoi pas? Au contraire, justement, on en a besoin. Mais Il le faut. par rapport à ce point de fin de guerre qui est très intéressant, parce que quand même, si on voit un peu les exemples dans le monde, il y a eu des cas de démilitarisation, parfois avec succès, parfois pas vraiment. On a le cas du Costa Rica qui est un pays totalement démilitarisé, donc il a enlevé l'armée de sa lexicographie, mais on a le cas haïtien, bon, ça marche pas, il y a un peu la Suisse un peu au milieu, mais ce qui est intéressant, compte tenu du fait que l'avenir des relations internationales, selon vous, n'aura pas le mot guerre dans son dictionnaire, pourquoi nous avons été témoins, juste cette dernière année, surtout en parallèle avec les accords de paix d'Abraham, d'un achat massif, frénétique par les pays arabes, ceux qui ont normalisé des armes des États-Unis. Le Maroc a passé en octobre 2020 la plus grosse commande militaire jamais acceptée avec 25 F-16 pour 3,78 milliards de dollars. Et on dit 2019, justement, le Lockheed Martin, l'entreprise américaine, obtenait son marché de modernisation des 23 F-16. Près d'1 milliard de dollars, et les Émirats et les Saoudiens. Pourquoi, si la guerre n'a plus lieu d'être, on voit ces gens-là frénétiquement acheter dans le supermarché des armes? Contre qui veulent-ils utiliser leurs armes? Contre des extraterrestres qui vont peut-être un jour nous unifier contre leur invasion? C'est de ça exactement que j'ai parlé quand je disais que l'évolution, on l'a devant nous, notre possibilité de la voir est retardée. Ce qui veut dire, imagine, on prend l'Europe, ils ont tous des armées, tous les pays européens ont des armées. Ils ne s'en servent pas. Même un abruti comme Trump, avec tout son militantisme, il n'a fait aucune guerre. Netanyahou, il n'a pas fait de guerre. Les guerres sont terminées. Ça veut dire qu'il y a des armées, mais il n'y a plus de guerre. Tu t'imagines demain la France qui attaque l'Italie ou l'Italie qui attaque la Belgique ou la Belgique qui attaque l'Allemagne? Il n'y a plus de guerre. Depuis déjà quelques décennies, c'est ce qui se produit sur place. On n'a pas besoin de tuer des gens. Il y a des guerres. Il y a des guerres cybernétiques. Il y a des guerres de propagande. Il y a des guerres scientifiques. Il y a des guerres, surtout scientifiques. Il y a des guerres de toutes sortes de compétitions économiques. Il y a des guerres qui n'ont pas lieu, comme dit Baudrillard. Il y a des guerres qui n'ont pas lieu. Exactement. On n'a pas besoin de tuer des gens pour gagner la guerre. C'est comme ce qui s'est passé avec la guerre froide. La Russie, l'URSS ne s'est pas écroulée parce que les États-Unis l'ont attaquée, mais elle s'est écroulée d'elle-même idéologiquement. On n'a pas eu besoin, depuis déjà toutes les guerres, après la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, les deux guerres d'Irak, toutes ont prouvé aux Américains que chaque fois qu'ils font une guerre après cette Deuxième Guerre mondiale, ils ont toujours fait que des dégâts aux États-Unis, à l'Amérique. Ils ont montré à tout le monde leur faiblesse. Et ils ont causé des millions de morts qui n'ont servi absolument à rien. Donc, l'histoire va dans ce sens que les guerres telles qu'on les a connues jusqu'à présent ont déjà disparu. Je ne vois pas Israël attaquer l'Égypte ou l'Égypte attaquer Israël.
Évidemment, il y a des soubresauts un petit peu par-ci, par-là, mais notre avenir est un avenir sans guerre où on tue les uns les autres. Et d'ailleurs, même les dernières guerres qu'il y a eu ces dernières années avec les États-Unis, ce ne sont pas des soldats qui ont tué des soldats, mais des soldats qui ont tué des personnes comment on dit ça, Les civils. des civils, exactement. Depuis que les civils sont devenus la cible des guerres qu'on a connues jusqu'à présent, on a terminé avec les guerres. On n'a pas besoin de tuer des civils pour gagner des guerres. Il y a d'autres moyens plus intelligents, plus soft. Non, et même qui ont la chance, plus de chances de réussir. Plus efficace. Plus efficace, exactement. Parce que l'économie, c'est plus efficace. Oui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant là? C'est une guerre qui existe maintenant entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine. Et les Chinois sont en train de la gagner sans guerre. Et c'est ça la vraie guerre. C'est ça la vraie guerre. Si on veut, guerre entre guillemets. Entre guillemets, oui. C'est ça notre avenir. Il n'y a plus de guerre où on tue les uns les autres. Il y a d'autres moyens plus efficaces. Igal Benoun, dernière question. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est toujours un plaisir de converser avec vous, cher ami. Dernière question en ce qui concerne la représentation des Juifs marocains par les Marocains musulmans qui sont restés. Si on fait une petite analyse sommaire, tant sur le plan des livres concernant concernant les Juifs qui ont fait leur aliyah en Israël, ou la filmographie de ces Juifs qui ont laissé leur village marocain pour aller en Israël, toute cette représentation. Là, on va un peu essayer de voir si on peut interpréter la représentation du voyage hébraïque en Israël, hébraïque marocain, en essayant d'utiliser le paradigme de l'orientalisme à travers la représentation. Toujours, cette représentation du côté marocain, c'est une représentation d'absence, c'est-à-dire ces Juifs qui ont laissé le vide, c'est-à-dire ils sont absents de la stratosphère marocaine. Donc, mais du côté des Juifs qui ont fait leur aliyah, c'est toujours le rappel, c'est-à-dire le désir de retour. Pas l'absence, mais quand on était au Maroc, c'était comme ça. Une question qui peut paraître naïve ou stupide, les Juifs marocains ont fait, pour des raisons X ou Y, leur aliyah en Israël. Maintenant qu'il y a le dégel officiel des relations entre le Maroc et Israël, je ne parle pas maintenant des visites des touristes ou des Juifs qui viennent faire la Hiloula et venir se recueillir sur les tombes des saints ou visiter les maisons dans lesquelles ils sont nés. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un jour une aliyah de sens inverse, à savoir les Juifs marocains qui retournent à leur point de départ, puisque cette représentation filmographique ou autre semble dire le Maroc a besoin de ces Juifs, mais a besoin de ces Juifs non pas seulement en tant que lobby à l'extérieur, donc qui sont dans les capitales au monde, n'a pas besoin de Juifs touristes qui viennent manger du couscous 2 fois par an ou venir écouter de la musique, mais a besoin des Juifs qui reviennent faire partie de l'ossature du Maroc, comme il a été le cas même avant la venue des Arabes. Pour être sincère, aucune chance. Pour être sincère. Parce qu'on ne peut pas retourner, on ne peut pas refaire l'histoire. Maintenant, il n'y a plus de Marocains en Israël. Il n'y a que des Israéliens. Ils sont là, en France, ce sont des Français. Au Canada, ce sont des Canadiens. Aux États-Unis, ce sont des Américains. On ne peut pas renverser l'histoire. Par contre, et vous l'avez dit aussi, le seul pays au monde qui se penche de cette façon sur son passé juif, c'est le Maroc. Ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne ne sont assoiffés de leur passé juif. Ça, c'est incroyable chez les Marocains. Et ça, c'est vraiment incroyable dans la classe intellectuelle marocaine.
la quantité de... Bon, d'abord, comment ça s'appelle les lois, comment ça s'appelle là? La Les lois. charia, la loi du Maroc Non, ou non, non, la loi officielle, comment ça s'appelle la Moudawana? Non, 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 comment ça s'appelle en français Oh, je perds le mot. L'ensemble des lois. Oui. Comment ça s'appelle Les La, légis- lois. la Hein? législation, enfin, la législation marocaine. Alors, dans la législation, Le appelons code, parce ça. qu'il y a le code pénal, il y a plusieurs Non, non, codes. comment ça s'appelle, les lois de base. Je perds le mot. Vous ne parlez pas de la Constitution. La Constitution. Ah, d'accord. La Constitution marocaine, c'est la seule constitution au monde qui dit nous avons un élément hébraïque dans notre législation, dans notre passé, dans notre histoire. Elle n'existe pas en France, elle n'existe pas aux États-Unis, elle n'existe dans aucun pays au monde, sauf le Maroc. Et donc le Maroc se penche avec beaucoup d'affinité, avec beaucoup de sentiments vers son passé juif. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est une amitié incroyable. Et c'est une amitié, on n'a même pas besoin de lui insuffler encore d'autres possibilités, mais elle existe déjà. Et ça vient de deux côtés. Les Marocains musulmans aiment leurs juifs qui ne sont plus au Maroc, et les juifs marocains ont cette nostalgie de leur pays, même si c'est la troisième génération, leur passé au Maroc. Et il faut la voir dans tous les domaines, surtout dans le domaine des visites dans des lieux où habitaient à l'époque des Juifs. Et la façon dont le Maroc, officiellement, entretient ces sites, ces synagogues, ces cimetières, ces monuments juifs au Maroc d'une façon encore mieux qu'il le fait peut-être pour certaines mosquées. Et c'est incroyablement beau. Et cette beauté, il faut l'entretenir. Et puis maintenant, cette beauté et ces relations sont devenues aussi transparentes grâce à cet abruti de Trump. Et il faut lui donner ce qu'il mérite aussi dans ce cas-là. Selon vous, à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Merci beaucoup. Il a fait quand même un pas de plus qu'il n'existait auparavant. Il n'a rien créé de nouveau, mais il a fait quand même un petit pas dans le côté de la transparence. Et puis, il y a les intérêts. Les intérêts politiques, c'est oui, ça. Bien sûr. Maintenant, la Turquie a besoin d'avoir de relations meilleures avec Israël. Elle fait tout son possible pour reprendre ces relations-là. Le Maroc a besoin d'Israël, Israël a besoin du Maroc. D'accord. Merci, cher ami Igal. Je vous souhaite très bonne fin de semaine et c'est toujours un plaisir de converser, de vous parler. Merci, cher ami. Au revoir. Au revoir. Je vous aime beaucoup. Merci, je vous aime aussi. Merci bien. Merci, au revoir.